Bonjour et bienvenue dans Smart Tech, le magazine de l'innovation, où l'on vous propose avec mes invités de donner du sens à l'actualité du numérique. Alors aujourd'hui, c'est l'ouverture d'une nouvelle formation qui nous permet de poser un regard différent sur la situation des développeurs. Si l'on dit régulièrement que les entreprises sont en manque de ce type de profil, on parle moins des codeurs qui, eux, cherchent un emploi. Ce sera l'objet de l'interview dans quelques instants. Et puis Victoire Sicora nous présentera les news vues à travers le prisme des réseaux sociaux. Et le cœur de cette émission sera consacrée au growth hacking, un gros mot pour désigner des pratiques parfois limites adoptées par les start-upers qui veulent aller vite, très vite dans leur croissance. Nous en débattrons avec 3 spécialistes et un avocat. Enfin, en conclusion de cette émission, nous irons dans la nature à la découverte de nouvelles idées pour les technologies de demain. Mais d'abord, donc bonjour Pierre Vanier, vous êtes connecté avec nous par téléphone, merci beaucoup. Vous êtes donc PDG, fondateur de Flint et Flint Academy. Votre groupe, historiquement, propose des activités de services de conseil en technologie aux entreprises. Et vous avez décidé, là, en septembre, de lancer un organisme de formation pour les développeurs et développeuses qui ont perdu leur emploi. Alors, votre point de départ, Pierre Vanier, c'est quoi? C'est le confinement? C'est la crise Covid-19? Oui, tout à fait. Bonjour, merci Delphine de m'inviter. L'activité en tant qu'entreprise de services numériques de Flint s'est arrêtée comme beaucoup de nos confrères, d'ailleurs au mois de mars. Et en étant en prise directe avec les entreprises, nos clients, les professionnels, on s'est aperçu très vite que d'ici 6 mois, donc en septembre, ça allait être une catastrophe au niveau de l'emploi. Spécifiquement pour notre cœur de métier que sont effectivement les développeurs et les développeuses. Donc on en parle un petit peu moins, c'est pour ça qu'est née dans notre esprit la volonté de créer un organisme de formation qui s'appelle la Flint Academy et de le lancer très rapidement, puisqu'on a lancé cette école cet organisme en 6 mois au lieu de 12 habituellement, pour pouvoir venir en aide à ce public-là, de développeurs qui ont perdu leur job, ou c'est plus étonnant aussi, on a aussi des juniors qui n'arrivent pas à trouver leur premier emploi. Donc la crise, elle les a affectés beaucoup. Oui, c'est étonnant parce qu'en général, on pense que c'est plutôt une profession qui est très demandée et donc pour qui c'est simple de trouver un job ou en tout cas de le garder. Peut-être que la fragilité aussi tient au fait que ce sont des compétences qui sont sans cesse remises en question finalement. Tout à fait, Delphine. C'est effectivement, vous dites un point juste ici, la technologie va extrêmement vite et il existe certains développeurs et développeuses qui restent sur d'anciennes technologies. Et lorsqu'ils vont perdre leur emploi dû à cette crise, à cette pandémie, ils vont se retrouver un petit peu perdus dans une jungle qui a évolué très très vite et dans laquelle ils ne se retrouvent plus. Donc ils ont besoin d'être coachés, d'être accompagnés dans cette montée en compétences sur les dernières technologies. C'est ce que fait notre formation, notre premier module de formation qui s'appelle Reboot JS, parce que JS c'est un langage de programmation très en vogue en ce moment et très demandé par le marché. Donc ça permet à ces développeurs et développeuses de rebooter ou rebooster leur carrière quelque part. Vous diriez qu'il y a un problème d'adéquation entre les besoins du marché et les formations aujourd'hui des développeurs? Alors, il existe beaucoup de bootcamps, ces formations entre 6 et 9 mois de reconversion. Il existe beaucoup de formations, mais force est de constater qu'elles-mêmes ont du mal à rester en phase avec les attentes et les demandes des professionnels et du marché. Ça, je l'ai vu avec les nombreux entretiens que j'ai pu faire avec nos candidats qui sont rentrés pour cette première session de septembre. Beaucoup d'entre eux ont déjà fait des bootcamps, mais en fait, ils voient un petit peu de beaucoup de technologies sans rentrer en profondeur dans certaines, ce que nous essayons de faire avec Reboot.js. Tout à fait. Oui, alors votre programme, il consiste en quoi? Qu'est-ce qu'il a de différent et de spécifique? En quoi il garantit en fait qu'on va être à jour sur les derniers outils demandés par les entreprises? Alors déjà, c'est la façon, Delphine, dont on a bâti ce programme. Certains de nos confrères qui ne sont que des organismes de formation n'ont pas la même façon d'opérer. Nous avons créé Reboot.js par rapport à des constats que nous avons vus chez nos clients dans la branche conseil. Et donc, c'est en fait finalement un reflet et un miroir. Cette formation est un miroir de l'attente du marché. Elle a été construite pour être complètement en adéquation avec le marché. Et notamment, on utilise des méthodologies, des organisations de travail qui sont les organisations de travail
à distance, puisqu'en fait la formation est entièrement à distance, et tous les outils utilisés sont des outils qui sont utilisés par les professionnels, et donc qui retrouveront en entreprise, à la différence là aussi de certaines formations. Et puis l'idée aussi, c'est pour ce parcours qui dure 1 mois, de créer un programme, un grand programme en entier de A à Z, au lieu de créer des petits bouts de programme dans tous les sens. Donc ils auront comme ça à ces gens en recherche d'emploi la possibilité de montrer à leurs recruteurs ce qu'ils ont effectué pendant notre bootcamp. Et alors Pierre Vanier, vous êtes vous-même développeur informatique de formation. Ce que j'ai noté, c'est que vous consacriez une partie de votre programme aux soft skills. Est-ce que vous attestez, est-ce que vous avez remarqué que c'était un point qui n'était pas suffisamment travaillé par les développeurs ? Effectivement, c'est surtout un point qui est aujourd'hui beaucoup plus demandé qu'avant par les entreprises et par les recruteurs. Les soft skills, on rappelle, ça va être l'empathie, le travail sur ses forces et ses faiblesses et ses capacités interpersonnelles. L'image d'Épinal que j'aimerais casser aussi, cette image du geek à lunettes au fond de sa caverne et complètement asocial. Ça n'est plus ça que recherchent les entreprises, les professionnels et les recruteurs. Donc on les fait beaucoup travailler là-dessus, à minima par une sensibilisation, mais par des ateliers, par des retours d'expérience. J'ai plus de 20 ans d'expérience dans la technologie. J'ai passé 6 mois à San Francisco, donc j'ai aussi une vision des startups là-bas et de la mentalité anglo-saxonne et américaine. Donc ça nous permet vraiment de les aider sur ces petits 20% qui peuvent faire la différence entre les capacités dures, les hard skills, les compétences techniques et les soft skills qui sont aujourd'hui on ne peut plus en demande par le marché. Et le marché attend plus de jeunes développeurs ou des seniors expérimentés ? Alors, le marché a effectué un pivot entre mars et juin, puisque les entreprises aujourd'hui, et c'est pour ça qu'on a quelques juniors qui sont avec nous dans nos sessions de formation, les entreprises ont mis les freins sur beaucoup de projets informatiques et recherchent de la sécurité et de la confiance. Donc, ils ont besoin de retrouver cette confiance parce qu'en fait, l'avenir est très incertain pour eux. Donc, pour les recrutements, aujourd'hui, on a plutôt une baisse de la demande de recrutement sur des juniors, ce qui est mauvais parce qu'une équipe, il faut qu'elle soit constituée d'alternants, de stagiaires, de juniors, parce que les juniors sont les seniors de demain. Donc, il faut aussi pouvoir leur donner une chance. Mais effectivement, on a de plus en plus de juniors qui ont des grosses difficultés à accéder à leur première expérience. Et alors, Reboot, c'est comme repartir à zéro. C'est ça l'idée de votre programme, c'est aller pas vraiment repartir à zéro. C'est pas vraiment repartir à zéro. Imaginez un appartement. De temps en temps, il faut repasser une couche d'enduit, une couche de peinture, le remettre à neuf. Et c'est un petit peu ça qu'on leur inculque. Et on essaye aussi de leur donner les outils qui vont leur permettre de ne pas se retrouver dans cette situation-là d'ici 3 ou 5 ans. C'est-à-dire effectivement toutes ces soft skills qui vont leur permettre d'être capables d'apprendre à apprendre par eux-mêmes, de faire de la veille technologique, etc. etc. Merci beaucoup Pierre Vanier, directeur donc, de la Flint Academy, de la toute jeune Flint Academy, pour nous avoir aidé à porter un regard un peu différent sur les développeurs. Et puis on va enchaîner tout de suite avec des actus sélectionnés par Victoire Sicora. Bonjour Victoire, quelles sont les news que vous avez repérées sur les réseaux sociaux ? Alors Delphine, on commence la semaine avec une invitation que des internautes ont tenu à partager sur leur réseau professionnel et notamment sur LinkedIn. Aujourd'hui, à 18h, se tiendra à l'Élysée l'événement France Relance French Tech. Emmanuel Macron a en effet invité personnellement une centaine d'acteurs de la tech française à venir participer à cette réunion annuelle. Mais cet événement a une saveur un peu particulière cette année, déjà parce qu'il s'inscrit dans le plan de relance de 7 milliards d'euros dédié au secteur, mais c'est aussi un moment symbolique puisque c'est le vrai gros rassemblement organisé au Palais depuis le confinement. Et bien sûr, l'occasion idéale pour ces entreprises de présenter leurs innovations. Jean Moreau, par exemple, le PDG de Phoenix, une start-up spécialisée dans la lutte contre le gaspillage, se réjouit de cette mise en lumière qui valorise la tech for good. On enchaîne avec un masque qui crée la polémique sur les réseaux sociaux. Et oui, ce week-end, Apple a commencé à distribuer ses masques à ses employés dans les Apple Store français. C'est un masque 100% made in Apple et il a été créé en interne par les mêmes concepteurs que l'iPhone. 3 couches pour filtrer les particules, lavable et réutilisable 5 fois. Jusque-là, pas trop de problèmes, sauf que les employés des Apple Store, ils n'en veulent tout simplement pas. Et ils l'ont fait savoir sur Twitter. Les tests réalisés révèlent beaucoup d'anomalies et ces masques qui s'abîmeraient à la vitesse de l'éclair. Sur Twitter, vous vous en doutez, certains ont ironisé en parlant d'obsolescence programmée des masques. D'autres ont demandé
demandé s'ils seraient déclinés dans les couleurs habituelles des derniers iPhones. Globalement, ces masques sont loin de faire l'unanimité et on imagine mal Apple pouvoir les commercialiser dans les prochaines semaines. Bon, Victoire, alors nous sommes ravis, vous nous emmenez chez vous en Alsace. Et oui, Delphine, parce qu'il faut croire que l'Alsace est une terre d'innovation. La start-up mulhousienne Spinali Design a créé des gants anti-Covid capables d'éliminer le virus grâce à la lumière. Une alternative au gel hydroalcoolique, et bien sûrement, puisque ces gants sont recouverts d'un traitement au dioxyde de titane. Quand le dioxyde de titane est exposé aux UVA ou aux UVB, il détruit à la fois les bactéries et les virus. Le fabricant assure qu'ils sont par exemple efficaces contre le Covid-19, le H1N1 ou bien sûr Ebola. Ce qui a surtout marqué les internautes, c'est qu'il faut moins de 30 secondes pour éliminer définitivement les germes. Petit bonus, vous êtes notifié par Bluetooth quand vos gants sont 100% désinfectés. Il ne reste plus qu'à les tester. Et la vidéo du jour? La vidéo qui buzz sur Instagram et Twitter, c'est celle de ce bureau tout en un bureau pas très engageant au premier abord, puisqu'il ressemble en tout point à un scorpion. Regardez, vous le voyez, c'est un fauteuil de bureau dernière génération équipé d'un clavier qui coulisse et d'écrans multiples qui se positionne pile devant vos yeux. Ce monstre de confort a initialement été créé pour les gamers qui se réjouissent d'une telle création, mais alors beaucoup moins de son prix, il faudra quand même débourser 1900$ pour cette installation PC futuriste. C'est énorme. C'est très cher. On termine avec une photo. Alors ça pourrait être la prochaine couverture d'un magazine de mode, Delphine. Cette visière de luxe a été designée par Louis Vuitton. On s'en doutait un peu, ce n'était qu'une question de temps avant que les grandes maisons de luxe ne s'emparent de nos nouveaux accessoires Covid-friendly. Si la visière est transparente et en plastique, vous reconnaissez sûrement l'imprimé monogramme Louis Vuitton sur la sangle élastique. On ajoute à ça quelques clous dorés et un écran photo chromatique qui s'assombrit avec la lumière. Et voilà, vous l'avez, votre visière à 800€. Le détail mode, cette visière peut se convertir en casquette. Vous en doutez, sur les réseaux et notamment sur Twitter, les internautes sont divisés. Les addicts de mode trouvent ça génial, les autres critiques sont pris. 800€ plus 130€ d'amende, ça fait cher pour une visière en plastique. Parce que oui, on peut vous verbaliser pour le port d'une visière. Absolument. C'est l'heure du débat sur les pratiques parfois limites du gros hacking. Merci Victoire. Mes invités en connaissent long sur le gros hacking. Alors, c'est un ensemble de pratiques recommandées aux startups qui veulent accélérer leur croissance avec un rapport coût-efficacité plutôt intéressant. Quand je dis recommandé, je prends des pincettes quand même parce que certaines pratiques ne le sont pas. Elles jouent avec les frontières de la légalité en matière de marketing numérique. Alors, on en parle tout de suite avec mes trois experts. Célia Poncelin, professeure de marketing à Sciences Po, directrice marketing et communication de Ritech, une start-up qui fait de la prédiction de tendance pour les grandes marques de la mode, notamment grâce à l'intelligence artificielle. Et Célia, vous nous expliquerez comment structurer son marketing pour croître dès le lancement. Yves Benchimol, vous êtes PDG, cofondateur de WeWard. C'est une application mobile qui récompense la marche à pied, notamment pour dynamiser les centres-villes. Et Yves, vous expliquez volontiers comment rapidement gagner en notoriété sans passer par de l'acquisition payante. Et enfin, maître Benjamin Jacob, associé du cabinet d'avocats d'affaires PDGB. Vous êtes expert en droit de la publicité, des technologies et des données personnelles. Et vous serez notamment notre consultant juridique sur le sujet. Je vais aussi tout de suite donner la parole à Virginie Févet, qui est au téléphone avec nous, fondatrice de Leslie, une marketplace de loisirs qu'elle a dirigée durant 4 ans et qui l'a amenée à pratiquer du gros hacking. Bonjour Virginie Févet. Bonjour. Alors, vous dirigez des entreprises, vous, depuis 14 ans. Vous êtes co-auteur du livre Stratégie e-marketing, dont la 4e édition est en cours de préparation. Et c'est notamment en discutant avec vous qu'a mûri l'idée de monter un sujet sur le gros hacking. Alors, quelle est votre définition du gros hacking ? Le gros hacking, en fait, c'est vrai que on le classifie très peu parce que c'est plus un état d'esprit. En fait, on n'est pas du tout focus sur de l'investissement publicitaire. On investit sur des talents, des hommes qui ont de la créativité, qui sont obsessionnels sur la croissance. Donc c'est vrai que pour le lancement d'une start-up notamment, c'est une compétence qui est vraiment intéressante. Et donc après, chacun a sa définition. Et vous regardez sur Internet, vous en trouverez des centaines et des centaines. La seule chose ce qu'on peut dire, c'est ce qui différencie un gros hacker d'un responsable marketing, c'est vraiment finalement l'analyse de la data et surtout l'appétence à expérimenter et à toujours s'améliorer, à apprendre en permanence. C'est vraiment des vrais autodidactes qui ont de multiples compétences. Et donc, vous m'avez confié que quand vous avez lancé cette marketplace, Leslie, eh bien, vous avez pratiqué du gros hacking. Vous avez été une grosse hackeuse. Alors, on avait des équipes pour ça.
En revanche, c'est sûr que même pour tester un marché aujourd'hui, on pourrait se contenter de faire une simple étude de marché. Et puis, comme de nombreuses startups qui l'ont fait, il y en a vraiment de nombreuses comme Dropbox notamment, qui, avant même d'avoir créé le produit, avait testé l'appétence auprès des utilisateurs. En fait, on a des techniques qui nous permettent de savoir si déjà il y a de la demande, s'il y a déjà des gens qui s'inscrivent, s'il y a déjà des gens qui demandent le produit avant même de le lancer. Donc, on n'est plus dans un système où on produit on crée le produit et on le vend, mais on peut aujourd'hui vendre le produit et ensuite le créer derrière. Et quand on part de zéro, comme vous l'avez fait, notamment avec les entreprises que vous avez accompagnées, lancées, je pense à votre agence digitale, c'est assez vertigineux finalement tout ce qu'il y a à faire. Est-ce que la croissance rapide, ça fait partie des priorités ou des incontournables ? Alors, pas pour toutes les structures. Il faut aussi bien mettre à plat ses objectifs. Et puis, on le verra, il y a des techniques qui sont appropriées et d'autres moins. En revanche, une entreprise, elle doit générer de la croissance. Donc, dans tous les cas, le growth hacking est intéressant. En revanche, il faut faire attention à ne pas l'utiliser dans tous les sens. Il faut bien se poser sur ses objectifs. Et puis, il n'y a pas de miracle. Certains pensent que on va pouvoir... En fait, la règle d'or, c'est d'avoir un bon produit déjà et qu'il y a un marché. Donc, s'il n'y a pas ça et qu'on ne connaît pas au moins sa cible, on va avoir du mal à faire du growth hacking efficace. Donc, c'est quand même des fondamentaux. Virginie Févet, je vous laisse écouter aussi les réactions en plateau. Yves Chimol, quand on lance une application mobile, comme vous l'avez fait avec WeWord et une nouvelle plateforme, l'un des principaux défis, c'est quand même de se faire connaître. Quelle est votre technique pour gagner en notoriété sans acquisition payante, c'est-à-dire sans acheter d'AdWords, de publicité? En fait, je rejoins beaucoup ce qui a été dit, c'est-à-dire que quand on a lancé l'application, déjà, directement, on a mis un point d'honneur sur la mesure. On voulait savoir si oui ou non, quelqu'un qui allait la télécharger, déjà, allait l'utiliser. C'est la première des choses, et donc on a lancé une application. Donc d'abord, connaître son utilisateur. C'est même pas connaître son utilisateur, c'est savoir s'il y a des gens qui ont envie d'utiliser cette appli, parce que nous, on a créé une appli qui récompense les gens pour marcher, mais est-ce que concrètement, quelqu'un qui va être récompensé pour marcher, ça va l'intéresser? Est-ce que ça va le faire marcher plus? Est-ce qu'il va revenir sur l'application? Est-ce qu'il va trouver ça... Parce qu'on gamifie la marche à pied et concrètement, on rend ça ludique. Est-ce que oui ou non, l'utilisateur rentre dans ce côté-là? Donc ça, c'est ce qu'on a fait. Et donc, on a sorti une application qui était très basique. C'était un compteur de pas et des points. Et c'était réellement, c'était il y a 1 an et demi, il n'y avait absolument rien d'autre. Et d'ailleurs, ça marchait sur pas du tout tous les modèles de téléphone. Donc je rejoins ce qui a été dit, c'est-à-dire comme l'a fait Dropbox en sortant un produit qui était une landing page ou ce genre de choses, on a sorti une application qui était très minimaliste. Et ça, c'est du gros hacking parce qu'on commence par faire ça et ensuite on questionne directement nos utilisateurs. Donc on fait des études aussi bien qualitatives que quantitatives. Donc aujourd'hui encore, chaque semaine, je vais avoir 4 à 5 utilisateurs au téléphone pendant un quart d'heure pour comprendre qu'est-ce qu'ils font avec l'application et comment ils l'utilisent. Et ça, Il faut déjà la mettre entre les mains des utilisateurs. Alors, comment on fait? Comment on relève ce défi? Au tout début, il y a les copains de copains, il y a les réseaux sociaux. Et puis après, on commence à développer des stratégies pour aller se faire connaître. Et les stratégies pour se faire connaître, donc les réseaux sociaux, ça en est un, mais on n'est pas obligé de payer pour arriver à créer de l'audience. On peut demander à ses premiers utilisateurs de partager sur les réseaux sociaux contre un bonus, un bénéfice. Et après, nous, on a eu une stratégie, surtout au niveau de la presse, où on a commencé à expliquer quels sont les bienfaits de la marche à pied, pourquoi on a créé ça, quel besoin on répond. On parle de mobilité. Alors, la marche à pied, ça reste une mobilité la plus écologique. Donc, on va aller chercher des gens qui sont sensibles à ces questions-là. On va parler de bien-être et de santé. On va aller chercher des communautés de seniors. On travaille avec des centres hospitaliers et universitaires. Ensuite, pour ce qui est des commerçants, on va aller voir des chambres de commerce, on va aller voir des associations de commerçants, qui sont des gens qui, en fait, n'ont pas de modèle économique avec nous, mais ont un intérêt indirect à faire ça. Et donc, de cette manière-là, on va pouvoir promouvoir l'application et réfléchir à comment on va demander à un commerçant de parler à ses amis commerçants, comment une association de commerçants va faire une newsletter pour nous. Et ce genre de technique de gros hacking, en fait, c'est... Mais ça, c'est une technique de marketing classique, finalement. C'est simplement que vous la faites en accéléré. C'est pas si classique, parce que logiquement, quelqu'un qui va créer une appli, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va lui dire? On va lui dire, à peu près, c'est $1 le téléchargement sur Facebook. Donc, mets $100, va chercher 100 utilisateurs. Mais en réalité, en faisant ça, en fait, on va mettre $100, on va chercher 100 utilisateurs, mais après, quand on en veut 1000, on fait comment? Et quand on en veut 10 000, on fait comment? Et donc, l'idée, c'est réellement d'avoir un produit qui répond à un besoin, de faire connaître ce besoin, et après, ça va aller plus ou moins tout seul. Mais c'est des techniques de gros hacking dans le sens où on ne va pas faire des choses conventionnelles, à aller chercher de la publicité, aller chercher quelqu'un qui va créer une vidéo et la promouvoir
soit sur du offline ou du online. C'est plutôt, on va essayer de trouver des passerelles et des leviers qui sont plus intéressants. Et donc, quand il y a une startup qui fait une appli qui va travailler avec un centre hospitalier, c'est pas hyper conventionnel. Et pourtant, c'est plus ou moins comme ça qu'on le fait. Célia Poncelet, vous êtes d'accord avec ça? Vous êtes une experte du marketing. Quelle différence on fait aujourd'hui entre le marketing et le gros hacking? C'est une très bonne question parce qu'on nous la pose souvent. En fait, le marketing, c'est vraiment ce qu'on va appeler top of the funnel de l'acquisition d'un client dans une entreprise, alors que le growth hacking, ça va venir sur toutes les étapes de croissance d'une entreprise. Donc, ça va être le marketing, mais aussi les ventes et le client ensuite. Comme le disait Virginie, c'est un véritable état d'esprit qui va consister à tester très rapidement des techniques d'automatisation, de voir si ça fonctionne. Si ça fonctionne, on les garde, et si ça ne fonctionne pas, on passe à autre chose. Alors vous avez conquis des clients assez rapidement. En 3 ans, vous êtes allé évidemment en Europe, mais aux États-Unis, au Brésil, en Chine, au Japon avec votre start-up. Vous avez eu recours aussi aux pratiques du gros hacking. Alors, c'est un exemple intéressant parce que contrairement à WeWard, nous, on est en B2B, donc c'est-à-dire qu'on adresse des grands comptes et on pourrait traditionnellement se dire que c'est plus compliqué d'adresser des grands comptes. Donc, notre méthodologie qu'on a appliquée, c'était d'abord de bien définir... Des grands comptes, c'est Louis Vuitton, Adidas... Des grandes marques de mode comme Louis Vuitton, Adidas. Donc, on a commencé à définir des personas qui sont nos cibles pour bien s'assurer que ces personnes avaient besoin de notre produit. Et ensuite, on a appliqué une technique d'account-based marketing, qui est une nouvelle technique de marketing, en se disant on ne va pas aller lancer un filet de pêche à la mer et voir ce qui en sort, mais on va définir des entreprises qui ont véritablement besoin de nous. Donc, on fonctionne plus par compte, par entreprise. Et à l'intérieur donc, de cette technique, on a appliqué des canaux d'acquisition qu'on a testés, environ une vingtaine. Et une fois qu'on sait ce qui a marché, donc par exemple l'événementiel marche très bien chez nous, évidemment avant Covid, on applique des techniques de growth hacking à l'intérieur pour automatiser. C'est-à-dire concrètement par exemple, ça va être envoyer des mails, ce qu'on appelle du marketing automation. Donc c'est de l'envoi de boucles de mails, par exemple 5 mails envoyés de façon automatique par un outil qu'on a en interne qui s'appelle HubSpot, ce qui fait qu'on évite de le faire en interne avec un commercial et ça automatise et en même temps on peut toujours personnaliser. Donc ça laisse le côté très humain et message très personnalisé pour une entreprise. L'idée du gros hacking, c'est aussi de faire comme si on était déjà grand finalement, non? Absolument. Oui, on peut toujours croire qu'on est plus grand que ce qu'on est. Oui. Ouais, je suis absolument d'accord. Je partage beaucoup ce qui a été dit sur le test rapide. Nous, on a testé énormément de choses. Il y a des choses dans l'appli qui sont là pendant une semaine et qui disparaissent instantanément. Il y a des choses qui vont rester et en fait qui vont être poussées à l'extrême parce que ça marche. Nous, par exemple, des fonctionnalités dans l'application, on en développe toutes les semaines, mais il y en a qui restent pas. Et c'est vrai que il faut être capable de réagir très très vite. Et ça, c'est les gros hackers, ils sont capables de lancer. On dit souvent un gros hacker, par exemple, quand il va faire de la prospection. Donc nous, on parle des commerçants, il va faire 10 landing pages, donc 10 sites différents. Il va aller chercher, 100 commerçants, il va leur fournir cette page à 10 commerçants à chaque fois et tester laquelle a le meilleur taux de conversion pour en garder qu'une à la fin. Et ça, évidemment, il ne faut pas que ça prenne 6 mois pour le faire, il faut que ça prenne 4-5 jours maximum. Donc le but, c'est d'avoir des compétences. Les commerçants, ils voient des landing pages qui ne sont pas forcément la finale, ils sont au courant, est-ce qu'ils sont informés on peut prendre, 100 commerçants rapidement qu'on va aller chercher sur Google et on va leur fournir ces landing pages et on va voir comment ils vont réagir. Mais un commerçant va en voir qu'une, mais le but, c'est de mesurer le taux de conversion. Donc la mesure est encore très importante et pour en garder au final qu'une et donc ensuite la déployer à tous les commerçants français. Et ça, c'est les techniques d'un gros hacker. Donc il faut des compétences qui sont à la fois... Donc d'abord, il va devoir scraper des bases de données pour essayer de trouver. Ensuite, il va devoir envoyer ses landing pages, donc les créer. Donc il y a un peu de code. Scraper, ça veut dire aller chercher Avec des pros du marketing, on va avoir beaucoup de vocabulaire à expliquer. C'est comment on trouve les coordonnées, en fait. Donc avec Google, par exemple, on peut avoir le numéro de téléphone d'un restaurateur sans problème. Comment on trouve l'email derrière. Donc là, il va devoir essayer de trouver. Et puis ensuite, comment on va en chercher 1000. Évidemment, on ne va pas taper et aller chercher à la main les 1000. Donc il va devoir développer un petit code informatique qui va permettre de le chercher, développer des... Donc... Il n'achète pas une base de données classique, en fait. Généralement, un gros hacker, il va toujours essayer de ne pas acheter. Mais bon, parfois, ça peut être intéressant. Mais s'il peut ne pas acheter et que l'information est disponible, il va plutôt la récupérer de cette manière-là. Je me tourne vers Maître Benjamin Jacob, notre consultant juridique sur le gros hacking aujourd'hui. Alors, que dit la loi sur ces pratiques de gros hacking? Est-ce qu'il y a des choses qui sont vraiment limites?
Alors, Et que vous avez constaté, on a une vous accompagnez des réglementation, entreprises. Tout à fait. Il faut dire déjà que le growth hacking, rien qu'à l'entendre, quand on prend son nom, on a la référence au hacking, il y a une forme de référence un petit peu sulfureuse à des activités qui pourraient être illicites, puisque le hacking, habituellement, il est compris comme le piratage informatique. Alors évidemment, je pense qu'il y a un petit peu de marketing autour de la notion même de growth hacking, parce que le fait d'utiliser le terme hacking venait le rendre sulfureux et peut-être attirant dans ce monde-là. Mais le terme hacking, c'est aussi nécessairement une référence à l'analyse mathématique de la donnée. Alors pour répondre à votre question, la loi a toujours été là, même si la pratique du growth hacking est assez récente et qu'on a des textes aujourd'hui récents que tout le monde connaît maintenant, tels que le RGPD. Il faut savoir que même avant ça, on avait déjà des lois qui étaient susceptibles de s'appliquer, ne serait-ce que sur le domaine des données personnelles, on avait la loi de 1978 qui était déjà là, et pour tout ce qui touche à la prospection par exemple des internautes, même avant le RGPD, on avait déjà des règles qui s'appliquaient, qui continuent d'ailleurs de s'appliquer. Quand on a nos invités autour de la table qui nous expliquent comment ils vont chercher des coordonnées, des contacts, sans payer des bases de données, tout ça. Alors, ça, c'est possible, il n'y a pas de problème avec ça. C'est possible et c'est pas possible. Je pense que sous la notion de growth hacking, il y a plusieurs comportements qu'on peut retrouver. On va avoir des comportements d'utilisation de bases de données sans autorisation qui vont potentiellement porter atteinte aux producteurs de la base de données, mais également porter atteinte aux droits des internautes. Et puis on a des utilisations qui sont parfaitement licites. Ne serait-ce que par exemple sur l'utilisation des données de réseaux sociaux existants tels que LinkedIn, Facebook ou autres. Il faut savoir que le fait de scraper, on a utilisé tout à l'heure la notion, donc d'aller tirer du contenu pour récupérer soit des numéros de téléphone, des adresses email, ou alors simplement du contenu visuel, par exemple, pour une société qui voudrait présenter à ses clients des analyses de tendance sur la base des images qu'on peut trouver sur les réseaux sociaux. Le fait d'aller se connecter à ces bases de données sans l'autorisation de personne, y compris de LinkedIn, de Instagram ou autre en fonction du cas, ça peut être reproché à la personne qui fait cette activité-là, notamment par le réseau social lui-même, parce que lui-même a des droits sur sa base de données. Oui, Ben Chimol qui boit vos paroles. Hein. mais tout va bien puisque c'est ce sont des données publiques. Ouais. Alors, on a les données publiques de l'administration qui, par exemple, peut être mise à disposition de ces entités. Ça va être l'open data qui va être mise à disposition gracieusement. Mais de l'autre côté, pour les entreprises privées, type Instagram ou autres, ces gens-là ont des droits sur leurs données, quand bien même c'est les internautes qui les ont mises en ligne. Derrière, l'entité a des droits elle-même. Mais ces entités mettent à disposition des API et sous réserve que vous respectiez les conditions générales d'utilisation de ces API, vous pouvez parfaitement derrière les utiliser et développer une activité commerciale pour fournir des conseils en marketing. En revanche, à l'inverse... Qui n'a pas reçu un mail d'un contact LinkedIn qu'il ne connaît pas pour parler de sa boîte et tout ça? Tout le monde le fait. Et alors, après, il faut faire... Célia Poncelin, vous le faites aussi dans votre... Sur start-up. LinkedIn, oui, on envoie des messages, mais c'est des messages qui sont personnalisés et envoyés par nos commerciaux. Donc, comme on a un utilisateur qui est à la fin, on a la possibilité de contacter un utilisateur, on est dans le droit de le faire, puisque c'est comme si je vous envoyais un message sur Je sais pas, moi, maître Jacob. Alors, en la matière, la loi opère une distinction. La prospection commerciale par tout moyen électronique est possible, mais elle est réglementée. Par principe, vous n'avez pas le droit de le faire sans l'autorisation de la personne qui est ciblée, sauf dans certains cas. Et là, on fait une distinction suivant que la communication se fait d'un professionnel vers un consommateur ou d'un professionnel vers un autre professionnel. Si jamais vous faites une communication d'un professionnel vers un consommateur, elle est possible sans avoir à passer par l'opt-in, si jamais vous faites la promotion d'un produit ou d'un service que vous avez déjà vendu à ce consommateur. Donc typiquement, imaginons que vous êtes une plateforme de vente de musique en ligne, vous avez un client qui télécharge une musique, derrière vous pourrez lui suggérer d'autres musiques du même type, vous pouvez tout à fait le faire. À l'inverse, si c'est pour lui proposer, après lui avoir vendu donc un abonnement à de la musique, vous lui proposez des masques pour se protéger du Covid, ce ne sera pas possible sans l'autorisation préalable de la cible. Donc de l'autre côté de la distinction, on a la communication entre professionnels, et là pour le coup, un professionnel peut cibler d'autres professionnels sans avoir l'autorisation préalable du dit professionnel, et donc il peut tout à fait communiquer par prospection commerciale sans avoir l'autorisation préalable. Bon, prenez des notes. Je vais redonner la parole à Virginie Févet qui nous écoute à distance. Quelles sont les pratiques que vous avez éprouvées qui vous semblent les plus efficaces en matière de gros hacking? Alors déjà, tout dépend de l'objectif. Il n'y a pas qu'une question d'acquisition quand on fait du gros hacking. On distingue
plusieurs finalités. Parfois, c'est pour faire également de la rétention, c'est-à-dire faire consommer, faire rester les gens sur une application ou les faire revenir. Parfois, c'est augmenter les revenus. Parfois, c'est la faire se recommander. Voilà, il faut bien analyser le profil. C'est vraiment la clé, c'est dans l'analyse de la cible. C'est pour ça qu'on ne peut pas être un bon gros hacker s'il n'y a quand même pas de notion de marketing. Nous, on a beaucoup travaillé aussi sur la récompense, sur le referral, c'est-à-dire faire en sorte que les utilisateurs deviennent les meilleurs ambassadeurs d'une application. Et pour ça, faut analyser qu'est-ce qui les motiveront en fait finalement à recommander cette application. Est-ce qu'il faut les récompenser fortement? Est-ce que simplement sont vraiment des compétiteurs? Ou est-ce que c'est finalement l'ego? Qu'est-ce qui va les motiver à faire en sorte qu'ils partagent? Donc ça, on en a fait beaucoup. Après, sur tout ce qui est acquisition, finalement, il y a tellement de pratiques éprouvées sur les réseaux sociaux. Et c'est vrai que, vous disiez tout à l'heure, sur le plateau, on citait les techniques de construire des bots, de scraper des bases et d'envoyer de l'emailing. Évidemment, c'est une des techniques les plus éprouvées. Si on travaille bien la base, au bon moment, avec le bon objet et le bon contenu, c'est vrai que c'est ultra efficace. Et qu'on sait que l'emailing, c'est encore une technique bien éprouvée, quoi. Et en fait, on peut passer entre les gouttes parce qu'on est une jeune boîte, pas encore très connue, et donc finalement, personne ne s'aperçoit de rien. Est-ce qu'on est vraiment conscient parfois de frôler les frontières de la légalité, Virginie Févet? Le problème, c'est que toutes les règles ne sont pas dessinées. Alors, ce sera sûrement à l'avocat plutôt d'en parler, mais tout n'est pas dessiné, tous les cas ne se sont pas rencontrés. Vous disiez tout à l'heure, qu'est-ce qu'un contact professionnel? On peut parler d'un professionnel à un professionnel, mais comment on qualifie un professionnel? Est-ce que c'est dans finalement la structure de son adresse mail? Est-ce que c'est parce que finalement un professionnel est aussi un consommateur particulier? Est-ce que c'est dans l'objet même du message? Comment finalement on délimite tout ça? Donc il y a des nuances aussi qui ne sont pas toujours évidentes. Donc peut-être une méconnaissance qui excuserait certaines pratiques. Yves Benchimol, est-ce qu'on a conscience parfois de jouer avec les frontières de la légalité quand on veut aller très très vite sur la croissance? Je pense que quand on fait quelque chose qui est à la limite, généralement, on a le retour des gens à qui on le fait assez rapidement. Donc nous, les utilisateurs, si on envoie un mail et qu'ils ne désirent pas recevoir d'email, ils vont tout de suite nous envoyer un stop ou appuyer sur le bouton se désinscrire. Donc si le taux de désinscription est élevé, c'est que logiquement, on a fait une bêtise dans l'envoi d'email. Et quand on va chercher les commerçants, c'est un peu la même chose. Quand on sort notre téléphone et qu'on appelle un commerçant et qu'il nous dit « je suis dans le rush, ne me rappelez pas », on comprend que c'est peut-être pas la bonne méthode. Et donc c'est aussi la compétence d'un gros hacker, c'est de aussi aller chercher ensuite les résultats et de se dire est-ce que je refais ou est-ce que je refais pas. Donc nous, on le voit plutôt par le retour terrain. Créatif, hyper agile et créatif. Tout le temps, ouais. Tout le temps. Et c'est vrai que l'objectif qu'on va aller chercher est très important. Hein, ce qui a été dit par Virginie, quand on va chercher de l'acquisition ou de la rétention, c'est pas du tout les mêmes méthodes. Quand on va chercher de la rétention, c'est des gens qui ont déjà été inscrits sur l'application pour notre cas. Et donc, s'ils sont partis, c'est qu'il y a une raison. On va chercher pourquoi et on va essayer de les faire revenir en leur proposant quelque chose qui correspond mieux à leurs besoins. Alors, quelles sont les meilleures pratiques pour aller chercher des nouveaux clients, pour gagner en notoriété? En fait, pour moi, ce qu'il faut comprendre, c'est que fait. le gros hacking, c'est pas magique, c'est pas quelque chose qu'on peut invoquer dans une entreprise en se disant que ça va résoudre tous nos problèmes. Ce qui est super important, c'est d'abord de construire des stratégies marketing qui vont fonctionner et ensuite appliquer le gros hacking à l'intérieur. J'ai vu énormément de startups qui se disent qu'ils allaient faire telle ou telle technique. On ne peut pas copier-coller des techniques d'une startup à une autre. Pourtant, on trouve partout sur Internet des guides de gros hacking, des formations. Et les industries sont différentes, les cibles sont différentes, la façon de se positionner en tant qu'entreprise sont très différentes. Je trouve que c'est un piège de s'engouffrer dans des tests sans avoir derrière une stratégie qui fonctionne, parce qu'en fait, on va aller dans le mur et on va plus perdre de temps et d'argent qu'autre chose. Comment vous faites pour recruter des gros hackers alors? Il n'y a pas une qualification, un diplôme quand vous les recrutez? Non, c'est des personnes qui sont à la fois ingénieurs, qui sont dans l'analyse de données et qui connaissent très bien le marketing. Donc, c'est des profils qui sont en effet extrêmement rares sur le marché. Aujourd'hui, ça, par exemple, vous êtes une grosse hackeuse, on peut... Non, je me considérerais pas comme ça. J'ai pas de compétences techniques. Donc, moi, justement, je travaille avec ce type de personnalité. Et ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui... C'est plutôt un développeur? C'est plutôt un codeur? En général, c'est un développeur et marketeur. C'est pour ça que c'est très difficile de les trouver. Mais après, on peut, au sein de son équipe, avoir ces deux types de profils et faire un duo avec ces profils. Yves Benchimol, vous êtes d'accord avec ce profil? Ouais, c'est ça. En fait, c'est quelqu'un de très polyvalent et nous, on le détecte sur un CV par le fait qu'on sent qu'il y a de l'entrepreneuriat dans sa fibre. Et donc, c'est quelqu'un qui
si quelqu'un a déjà monté une boîte, logiquement, il a appliqué sans le savoir peut-être des techniques de gros hacking parce qu'il a testé un marché, parce qu'il a... Et il vous fait pas peur quand il arrive et qu'il vous propose des choses comme ça, qui veut aller très très vite justement? Bah, tout C'est dépend ce que vous s'il le cherchez fait. ou vous lui dites attention? Bah, s'il le on fait ferait. sans mesurer derrière ce qui se passe, Ben ça va Chimol. commencer à faire peur parce qu'il va dépenser du budget. Mais s'il le fait et qu'ensuite il y a un vrai reporting et une vraie analyse de ce qui a été fait, on le sent. Enfin, il faut de la rigueur et donc la rigueur, c'est des compétences qu'ont souvent des ingénieurs, mais bon, pas forcément. Hein, mais en tout cas, c'est des compétences qu'on retrouve chez les ingénieurs et donc quelqu'un qui effectivement a fait des études où il a des compétences en maths ou en développement informatique et qu'en plus il a ce côté entrepreneurial, ça fait généralement un bon mix pour faire un gros hacker. Maître Jacob, est-ce qu'il y a des contentieux qui sont liés aux pratiques de gros hacking? Est-ce que vous en voyez arriver jusqu'à votre cabinet? On en voit sur divers sujets en fait, pas forcément directement sous l'angle growth hacking, mais sur les notions qui sont imbriquées dedans. Par exemple le scrapping dont on a parlé, il y a eu des contentieux fameux, dont certains qui sont allés jusqu'à la Cour de justice de l'Union européenne, notamment un contentieux sur les comparateurs de prix des vols d'avion. C'est des choses qu'on a vues assez souvent. Évidemment des contentieux sur l'utilisation des données un petit peu barbares, excusez-moi l'expression, pour aller chercher du nouveau client. Il y en a eu beaucoup également. La CNIL a les moyens de se faire entendre désormais et elle le fait. Donc on a des contentieux. Ce n'est pas systématiquement, encore une fois, pris sous l'angle du growth hacking, mais très simplement sous l'angle prospection commerciale illicite, traitement de données illicites ou tout simplement contrefaçon de base de données. C'est des choses qu'on peut voir. Et alors, est-ce que vous auriez une recommandation, là, c'est la fin de ce débat sur le gros hacking, pour nos start-upers qui veulent aller vite? La principale recommandation, ce serait d'être réaliste et d'être objectif avec soi-même. Je pense qu'on est sur une population, quand on parle des growth hackers, hein, qui est particulièrement éduquée. On a parlé d'ingénieurs et autres. Je pense que ce sont des populations qui savent très bien où elles vont, qui savent ce qu'elles peuvent faire ou pas. Il y a après une forme d'honnêteté avec soi-même à avoir lorsqu'on bâtit sa stratégie pour voir jusqu'où on peut aller ou pas. Puisqu'aujourd'hui, les notions encore une fois, de RGPD, de prospection commerciale par email, etc., sont quand même très très bien maîtrisées. Pas faire aux autres, on ne voudrait pas qu'on nous fasse à nous-mêmes, c'est ça? Exactement, je pense que ce serait ça. Merci beaucoup, merci à tous. Merci Virginie Févet, fondatrice de Leslie, Célia Poncelin de Ritech, Yves Benchimol de WeWard et Maître Benjamin Jacob de PDGB, le cabinet d'avocats d'affaires. Juste après la pause, comme je vous l'ai promis, nous avons rendez-vous avec la nature et qui est une fabuleuse source d'inspiration pour les chercheurs en biomimétisme. Et si l'on copiait la nature pour inventer les technologies de demain? Sidney Rostand, PDG de Bioxégie, est venu me rejoindre en plateau pour nous montrer par l'exemple comment le biomimétisme peut écrire une nouvelle page de l'avenir. Bonjour Sidney. Bonjour Delphine. Aujourd'hui, notre sujet, c'est le stockage de l'énergie dans le vivant. Oui, l'énergie, c'est un défi majeur dans les prochaines années, notamment le stockage de l'énergie. Aujourd'hui, il y a deux façons de stocker de l'énergie, soit en stock de façon physique, c'est les réservoirs de voitures, les bonbonnes de gaz, etc., soit en stock de façon électrochimique, pour tous les appareils électroniques, le smartphone, l'ordinateur portable, etc. Pourquoi est-ce que ça fait sens, pour placer un peu de contexte, d'aller regarder dans le vivant? Tout simplement parce que le vivant, c'est un métabolisme. Chaque être vivant consomme de l'énergie à n'importe quel instant. Mais il va aussi devoir se recharger, tout simplement quand on mange. Donc, si on prend l'exemple d'un être humain. Un être humain, ça consomme environ 100 watts de façon continue. Donc c'est l'équivalent de 3 ampoules allumées. Et pourtant, si du jour au lendemain on s'arrête de manger, on tient 3 semaines, théoriquement, en moyenne. Si on compare par rapport à une technologie du smartphone, un smartphone, ça consomme 200 fois moins, c'est 0,5 watts. C'est sûr qu'il ne tient pas 3 semaines. Et ça tient que quelques heures. Donc c'est là qu'il y a un sens à aller regarder ce qui se passe dans le vivant. Comment est-ce que le vivant stocke de l'énergie et comment est-ce que ça peut être utile pour inventer les batteries du futur? Il y a deux façons de stocker, soit au travers des sucres, c'est de l'énergie court terme, on va dire, pour la journée. C'est 400 calories par kilogramme, donc c'est assez efficace. Soit au travers du long terme, c'est-à-dire les graisses. Pensez par exemple aux animaux qui vont faire de l'hibernation. Là, c'est très efficace, mais c'est plus difficile à aller chercher. C'est plus difficile à décomposer la graisse. Alors, si on prend les sucres, il y a des batteries qui ont été développées par des ingénieurs de Virginia Tech aux États-Unis, qui sont des batteries, pour le faire simple, des batteries à sucre. C'est-à-dire qu'on va utiliser des sucres et qu'on va créer une réaction, on va imiter en fait la réaction enzymatique qui se passe dans notre organisme de façon synthétique. Donc on va créer une réaction enzymatique
synthétique. Et ça permet de faire une batterie qui est non seulement biodégradable, donc elle n'utilise pas tous les matériaux et tous les métaux, etc., qui sont difficiles à recycler, mais en plus de ça, elle est plus efficace, donc elle peut être aussi rechargée, tout comme l'est une batterie, donc on rajoute du sucre. Et c'est une recharge très rapide? C'est une recharge, pour nous avec le sucre. recharge rapide. Pour vous donner un chiffre, hein, ça a 85 fois plus de potentiel qu'une batterie lithium traditionnelle. Donc ça, c'est la première, on va dire, batterie bio-inspirée, c'est d'utiliser des sucres. Donc aussi, c'est du biosourcing. Mais on peut aller plus loin. Je vais prendre l'exemple maintenant des mitochondries. Les mitochondries, c'est ces cellules dans le vivant qui sont spécialistes, en fait, de la gestion de l'énergie. Donc notamment chez l'être humain. La mitochondrie, elle va faire des échanges en fait à l'intérieur, donc dans ces membranes, des échanges de ce qu'on appelle de l'ATP, donc de l'adénosine triphosphate. Et on le voit bien à l'écran, c'est des repliements. Et il va y avoir un maximum en fait d'échanges entre ces repliements-là. Donc c'est très efficace. Et on va dire cette géométrie de repliement à l'intérieur de la mitochondrie, ça a inspiré des chercheurs qui ont reproduit en fait une géométrie nanométrique à l'intérieur de batteries classiques, hein, c'est des batteries lithium, mais contrairement aux électrodes traditionnels, vous savez, ces espèces d'échangeurs à l'intérieur de la batterie qui sont tout plats, là ils ont fait plein de petits repliements à l'intérieur. Résultat des courses, vous avez une batterie... C'est la circulation de l'énergie qui est modifiée. La circulation des électrons à l'intérieur de la batterie, on va dire, est optimisée. Quand vous faites des repliements comme dans la mitochondrie, vous augmentez, vous optimisez la surface d'échange. Donc la batterie, elle est beaucoup plus rapide. Et vous en conviendrez, c'est important pour recharger des véhicules du futur. Vous devez avoir de l'énergie qui se recharge. La batterie doit se recharger vite. Mais en plus de ça, elle est plus durable. C'est-à-dire que sa perte d'efficacité n'est que de 7% au bout de 1000 cycles. Donc c'est à des années-lumière en matière de durée de vie que les batteries actuelles. Voilà. Et j'ai entendu aussi, dernier exemple, une très belle technologie, des chercheurs australiens de Melbourne, de l'université de Melbourne, qui sont inspirés des fougères, qui optimisent leur accès à la lumière avec ce qu'on appelle des logiques de fractal. Ils ont créé une électrode en fractal, c'est du jamais vu, pour aussi optimiser la surface d'échange en électrons. Et là aussi, vous avez une batterie qui est beaucoup plus rapide et qui, en plus de ça, va augmenter sa durée de vie. La fougère, en quoi elle stocke bien l'énergie? Alors là, mieux que les autres c'est ça plantes? qui est intéressant avec le biomimétisme, c'est que la fougère, l'exemple, c'est pas le stockage de l'énergie qu'on est allé chercher dans la fougère, c'est plutôt sa manière d'optimiser l'accès à la lumière, donc d'optimiser l'échange avec l'atmosphère. Quand vous regardez les feuilles d'une fougère, c'est disposé de façon fractale pour optimiser l'accès à la lumière. Et les chercheurs en ont tiré un principe d'optimisation d'un échange, non pas avec l'air, non pas avec la lumière, mais plutôt avec la solution à l'intérieur de la batterie lithium. Donc c'est de l'extrapolation biomimétique, ce dernier exemple. D'accord, donc on ne reproduit pas exactement le modèle, on s'inspire pour une autre application. Pas tout le temps, effectivement. Est-ce que du coup, on a une chance de voir arriver des batteries bio-inspirées assez rapidement sur le marché? Parce que pour l'instant, on a l'impression que ça patine quand même sur le... Alors, c'est très difficile. On en est à des TRL 4, 5, hein, donc les Technology Readiness Level, c'est cette échelle de la NASA, hein, de l'état de développement du prototype. C'est complexe parce que c'est de la recherche fondamentale, donc ça demande beaucoup d'investissement. Et en plus de ça, il faut prouver à un moment donné que les prototypes peuvent être industrialisés, c'est-à-dire qu'on arrive à les fabriquer aussi vite et de façon aussi en grande quantité en fait pour les voitures, pour les smartphones, etc. C'est en gros, si vous voulez, encore le seuil qui demande à être démontré pour passer à une vraie commercialisation. Et c'est une question d'investissement, une question de budget? Là, je peux que faire des projections ou des hypothèses. Selon moi, c'est à la fois une question de volonté. C'est-à-dire qu'il faut changer des industries entières, il faut aussi changer la chaîne de valeur, c'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on a un prototype qu'on a changé toute la chaîne de valeur. Je vous disais que les batteries à sucre, par exemple, elles sont rechargeables au sucre. Vous imaginez, il faudrait du coup des stations en fait, de recharge au sucre. Ce n'est pas aussi facile que ça. Ça s'inscrit dans l'économie circulaire. Nul doute que ça va apparaître à un moment donné si on est pressé justement par la raréfaction des métaux, par exemple, mais ça va demander de la volonté politique et des investissements. Un changement profond industriel. Merci Sydney Rostand de Bioxégie pour ce rendez-vous exclusif avec la nature et la science dans Smart Tech. Et merci à tous de nous avoir suivis. C'est presque la fin de cette émission. J'espère que vous aurez apprécié ces découvertes et puis aussi ces débats autour du gros hacking. On conclut avec 4 jeunes pousses innovantes à suivre dans le Lab Startup. Et nous, on se retrouve dès demain pour de nouvelles histoires tech.